Bonjour à tous. Pour clôturer cette matinée, nous allons aborder à présent l'actualité 2019 de l'AMF en matière de sanctions et d'accords de composition administrative. 3 thèmes seront abordés ce matin et à travers ces thèmes, 5 décisions de la Commission des sanctions ainsi que 3 accords de composition administrative qui ont été homologués par la Commission courant 2019. Pour les chiffres complets de l'activité de l'AMF en matière de sanctions et de composition administrative, je vous renvoie à votre dossier participant qui contient des slides sur le sujet. De même, s'agissant des décisions elles-mêmes et des accords de composition administrative, je vous renvoie au site internet de l'AMF qui comporte l'intégralité de ces éléments publiés. J'en viens à présent aux 3 thèmes sélectionnés pour cette année. Tout d'abord, les dispositifs de gestion des conflits d'intérêts, de contrôle interne et de conformité. Nous aborderons ensuite le thème de l'information aux investisseurs. Enfin, celui de la valorisation d'actifs non cotés. En conclusion, nous évoquerons brièvement une décision récente de la Commission qui a traité du manquement d'entrave appliqué à des tiers à la personne régulée. Nous débutons donc par le thème des dispositifs de gestion des conflits d'intérêts, de contrôle interne et de conformité. C'est en effet un thème qui s'est trouvé au cœur des décisions rendues cette année par la Commission des sanctions en matière de contrôle, puisque si l'on met de côté les décisions rendues à l'égard de conseillers en investissement financier, l'intégralité des décisions rendues en matière de contrôle par la Commission traitait de cette problématique. Ces décisions apportent un éclairage intéressant sur plusieurs points. D'abord, l'importance, lorsqu'une entité régulée appartient à un groupe de sociétés, de tenir compte de cette circonstance pour l'élaboration, l'identification, la gestion des conflits d'intérêts. Ensuite, les attentes du régulateur concernant la bonne tenue du registre des conflits d'intérêts, qui est un outil indispensable du dispositif de gestion des conflits d'intérêts. Également, l'importance pour les sociétés de gestion de portefeuille de se reporter à leur dossier d'agrément pour identifier les situations de conflit d'intérêts. Enfin, le fait que l'identification des conflits d'intérêts n'est pas suffisante en soi et doit être assortie de réponses pertinentes pour les prévenir et, le cas échéant, y faire face. En lien avec cette question, seront traités également les manquements liés aux procédures de contrôle interne et de conformité. Plusieurs sous-thèmes seront abordés dans le cadre de cette première problématique: la gestion des conflits d'intérêts entre sociétés du même groupe, l'exigence de procédures opérationnelles, les réponses apportées aux situations de conflit d'intérêts, enfin, les procédures de contrôle interne et de conformité. Pour lancer donc ce premier sous-thème consacré à la gestion des conflits d'intérêts entre sociétés du même groupe, je donne la parole à Edwige Béliard, qui est donc membre de la première section de la Commission des sanctions. Oui, alors s'agissant de la gestion des conflits d'intérêts entre sociétés du même groupe, il y a une décision intéressante de 2019, la décision du 25 juin 2019. La société mise en cause, qui est spécialisée dans la gestion obligataire, appartenait à un groupe de sociétés. La poursuite avait relevé l'existence d'interactions multiples entre cette société et une entreprise d'investissement du même groupe. Cette société d'investissement était spécialisée dans l'intermédiation sur les marchés obligataires de taux et de crédit. Alors tout d'abord sur l'existence de conflits d'intérêts. En l'espèce, le registre des conflits d'intérêts, qui tenait lieu également de cartographie des risques de la société de gestion, recensait les cas théoriques de conflits d'intérêts, dont 5 résultaient des liens entre les sociétés du groupe. La Commission a estimé que les interactions qui avaient été relevées caractérisaient l'existence de conflits d'intérêts potentiels, ce que la société de gestion ne pouvait au demeurant contester dès lors qu'elle les avait elle-même répertoriées comme porteuses de risques dans son registre. Plusieurs manquements ont été retenus. Tout d'abord, le non-respect de la cartographie des risques, puisque plusieurs opérations d'arbitrage de position achat-vente entre OPCVM avaient été réalisées par l'intermédiaire de l'entreprise d'investissement appartenant au groupe, malgré les recommandations d'interdiction établies par la cartographie. Autre manquement, le non-respect des engagements pris dans le dossier d'agrément de la société de gestion. Le dossier d'agrément de la société mentionnait l'existence, pendant sa phase de démarrage, et s'était présenté comme étant à titre temporaire, de la sous-location par la société de gestion d'un bureau dans les locaux de l'entreprise d'investissement qui lui était liée,
et dont l'indépendance devait se manifester au moyen d'une fermeture par code et d'une serrure à clé. Or, la porte d'entrée du bureau de la société de gestion n'était pas fermée par un code et la sous-location a duré 6 ans. Alors que la forte croissance du chiffre d'affaires permettait difficilement de considérer que la société était encore en phase de démarrage et qu'elle n'avait pas signalé à l'AMF la prolongation de cette situation initialement prévue, comme je l'ai dit, comme temporaire. La Commission a donc considéré que cette situation était contraire aux engagements de la société de gestion pris dans son dossier d'agrément et était contraire aux obligations professionnelles de celle-ci. Autre manquement, l'absence de maintien à jour du registre des conflits d'intérêts. La Commission retient que la simple mention dans le registre des opérations porteuses de conflits d'intérêts potentiels, sans que soient précisées les raisons de l'inscription et la justification de l'absence de conflit d'intérêts, ne permettait pas de répondre à l'exigence réglementaire de bonne tenue du registre. L'indication justifiant l'absence de situation de conflit d'intérêts est consubstantielle à l'existence du registre et indispensable à sa bonne tenue. Elle a souligné, enfin, que le visa du RCCI, seul à même de garantir le bon traitement des conflits d'intérêts potentiels saisis dans le registre, était essentiel. Conclusion, ces manquements mettent en lumière la défaillance des contrôles de second niveau et en effet, la Commission a également retenu l'absence de contrôle spécifique de second niveau. Et à cet égard, elle a rappelé que le manquement à l'obligation de contrôler et d'évaluer régulièrement l'efficacité de sa procédure de gestion des conflits d'intérêts potentiels est imputable à la société de gestion, quand bien même celle-ci aurait-elle confié les contrôles à un prestataire externe. Voilà pour cette décision. Bien, toujours dans ce sous-thème de la gestion des conflits d'intérêts entre des sociétés appartenant au même groupe, je voudrais mentionner une décision du 19 novembre 2019 dans le contexte d'une société qui appartenait à un groupe de sociétés spécialisées dans l'immobilier. Alors, plusieurs sous-griefs ont été tirés du caractère lacunaire du dispositif de gestion des conflits d'intérêts. Ils ont tous été retenus. Par exemple, la commission des sanctions a estimé que le dispositif mis en place ne permet pas d'appréhender et de gérer les situations liées, par exemple, à la répartition des projets immobiliers entre la société de gestion et l'une de ces sociétés liées, aussi au conflit d'intérêts liés aux investissements personnels de son dirigeant et au transfert de biens immobiliers de sociétés du groupe à des fonds gérés par la société de gestion. Par ailleurs, la société procédait pour le compte de ces fonds et pour des raisons qui étaient manifestement et exclusivement fiscales à des recrutements de salariés qui correspondaient à aucun besoin réel relatif à la gestion des fonds. Et ces salariés travaillaient en réalité pour d'autres entités du groupe. Et là aussi, la société a été considérée comme s'étant placée en situation de conflit d'intérêts, ni identifiée, ni correctement gérée. Enfin, la société avait consenti des avances de trésorerie à certains fonds gérés, ce qui constituait une situation aussi de conflit d'intérêts, qui n'était pas appréhendée par le dispositif en place. Et je mentionne que la décision de la commission des sanctions n'est pas définitive parce qu'elle a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. Autre décision qui mérite d'être mentionnée sous ce sous-thème, la décision du 25 septembre 2019. Plusieurs fonds gérés par une société de gestion recouraient à des cessions temporaires de titres réalisées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement, filiale à 100% de la société de gestion. Ce prestataire intervenait à cette occasion comme agent ou à titre principal et percevait un collatéral placé dans les livres du dépositaire et rémunéré à des conditions favorables. Il était reproché à la société de gestion de ne pas avoir géré efficacement le conflit d'intérêts qui résultait de la perception de cette rémunération complémentaire par sa filiale. Selon la Commission, le montant significatif de la rémunération complémentaire perçue par la filiale au titre du collatéral pouvait inciter la société de gestion à favoriser l'intervention de sa filiale plutôt que celle d'autres acteurs, sans que soit pris le soin de vérifier si ceux-ci pouvaient fournir la même prestation dans des conditions plus favorables aux porteurs. Une telle situation caractérisait le conflit d'intérêts entre la société de gestion et les porteurs. Cette situation n'avait pas été identifiée et aucune mesure n'avait été prise. Le manquement était dès lors caractérisé.
Alors on passe maintenant au deuxième sous-thème relatif au caractère non opérationnel des procédures. Vous savez que ce sont des règles essentielles. Je voudrais mentionner tout d'abord une décision du 25 juillet 2019, intervenue dans un contexte peu souvent rencontré par la Commission des sanctions, puisque la société mise en cause était spécialisée dans l'investissement forestier et l'animation de groupements forestiers, et agréée en tant que société de gestion de portefeuille pour la gestion de FIA. Alors, il lui était reproché d'une manière générale l'absence de mise en œuvre d'une politique efficace et d'un dispositif de gestion des conflits d'intérêts, et aussi un manquement à l'obligation de tenir et d'actualiser régulièrement le registre. Alors, la société disposait bien d'une certaine procédure relative à la gestion des intérêts, mais elle n'avait pas été validée. Alors qu'un contrôle opéré par le RCCI externe de la dite société lui avait enjoint, dans son rapport de synthèse, de valider la procédure relative à la gestion de l'encadrement des conflits d'intérêts. Et d'ailleurs, par ailleurs, le rapport mettait en évidence le caractère non opérationnel de la procédure. Par ailleurs, le registre des conflits d'intérêts de la société comportait la mention néant, alors que plusieurs conflits étaient avérés, en particulier la valorisation des actifs, qui devait, d'après le programme d'activité, être réalisé par un expert extérieur à la société et indépendant. Cette valorisation était en réalité réalisée par le dirigeant de la société, qui cumulait les fonctions d'expert forestier, de valorisateur interne, de président, de gérant financier et même aussi de RCCI, alors que la gérance, il ne s'occupait pas du prévention coronavirus, c'est le seul point. Alors que la gestion donc était rémunérée en fonction de la valeur actualisée des actifs des groupements forestiers. Et donc c'est à tort, on a considéré que le registre comportait cette mention néant. Non, c'est toujours toi. Ah oui, pardon. Oui. Alors, troisième sous-thème, les difficultés à apporter des réponses aux conflits d'intérêts qui ont été identifiés. Je mentionne une décision du 20 décembre 2019, alors intervenue dans un contexte plus classique, puisque la société en cause était une société de gestion de portefeuille dont l'activité se répartissait entre la gestion collective et la gestion sous mandat. Il lui était reproché de ne pas avoir identifié et géré le conflit d'intérêts lié à l'investissement massif des mandats de gestion dans l'un de ses fonds maison. Alors, la société a d'abord relevé que cette situation un peu particulière était par nature source de conflits d'intérêts, la société de gestion pouvant évidemment être incitée à réaliser l'investissement pour augmenter l'encours du fonds et par voie de conséquence la rémunération qu'elle perçoit pour sa gestion. Donc ça, la situation structurelle. Mais pour autant, c'est pas cette analyse d'une situation de conflits structurels, mais pour autant pas irrégulière en soi, ne suffisait pas pour caractériser l'existence d'un manquement. C'est pourquoi la notification de grief invitait la Commission à apprécier d'autres points. Par exemple, sur l'identification de la situation de conflit d'intérêts, la décision est intéressante parce qu'il y a des points positifs et des points d'insuffisance. Sur les points positifs, par exemple, sur l'identification, la société avait bien identifié dans sa procédure interne les situations de conflit d'intérêts. Sa procédure prévoyait, par exemple, à titre de mesure préventive, l'information préalable des mandants, la conformité, la vérification de la conformité aux objectifs des mandants, la soumission de l'investissement au comité stratégique d'investissement mensuel de la société et au visa de la direction générale, l'analyse des taux de rotation et de commissionnement et la mention spécifique dans le registre de conflit d'intérêts des cas de risques sensibles à l'intérêt du client. Donc des éléments plutôt positifs. Sur la mise en œuvre de la procédure, les mandants avaient été préalablement informés, là aussi élément positif, et il n'était pas allégué que l'investissement dans le fonds considéré n'était pas conforme à l'objectif poursuivi par les mandants. En revanche, et c'est là que des insuffisances ont été considérées comme caractérisées dans cette espèce, les comptes rendus du comité stratégique d'investissement, lorsqu'ils existaient, ne mentionnaient pas l'investissement des mandats dans le fonds en question. Le registre des conflits d'intérêts ne mentionnait aucun conflit en dépit notamment de frais importants qui avaient été prélevés dans l'année 2016 sous contrôle, prélevés sur ce fonds dans lequel justement un grand nombre de mandats étaient investis. Et enfin et surtout la mise en place postérieurement au fait d'un système efficace d'ailleurs de vigilance et d'alerte spécifique aux situations de forte rotation des portefeuilles. Cette situation a été considérée comme révélatrice de la situation de carence qui prévalait dans la période immédiatement précédente et qui était la période sous contrôle. Alors sur ces problématiques, on peut également, je crois, se référer à une composition administrative conclue le 19 juillet
2019. Oui, en effet, toujours sur ce thème des difficultés à apporter des réponses aux conflits d'intérêts identifiés et au caractère non opérationnel des procédures et des dispositifs de conformité, on a deux compositions administratives qui sont très intéressantes. La première, du 19 juillet 2019, homologuée le 15 novembre 2019, concernait le contrôle d'un établissement bancaire qui, pour vérifier le respect par cet établissement de ses obligations professionnelles, en particulier sur le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers. Et un des griefs était fondé sur les insuffisances du dispositif de contrôle et de conformité mis en place par le PSI pour son activité de gestion sous mandat. Alors, il a été constaté par la mission de contrôle qu'il y avait une absence de mise en place de contrôle indépendant de deuxième niveau sur l'activité de gestion sous mandat, et également une absence de vérification par les équipes de contrôle permanent et de conformité, tout d'abord du taux de rotation des portefeuilles alors qu'il s'agissait précisément d'un point de contrôle qui avait été identifié dans le registre des conflits d'intérêts, et deuxièmement du respect de la politique interne relative aux droits d'entrée qui entraînait des prélèvements indus de frais en l'occurrence. Il n'y avait pas eu de vérification par l'établissement du respect de sa politique interne relative au taux de droits d'entrée. Donc dans cette affaire, un engagement a été demandé à la banque de renforcer son dispositif de contrôle de deuxième niveau pour la gestion sous mandat et notamment de le faire de façon indépendante des unités opérationnelles pour notamment assurer le respect par l'établissement de sa propre politique de gestion des conflits d'intérêts. Et j'ajoute qu'un audit a été demandé à cette banque pour que l'on soit rassuré sur le respect de cet engagement dans les 6 mois qui ont suivi l'homologation de l'accord. Alors, il y a une deuxième composition administrative intéressante sur le dispositif de conformité et de contrôle interne. C'est une composition, un accord conclu le 14 novembre 2018 qui a été homologué en mars 2019. Alors là, il s'agissait d'une société de gestion de portefeuille qui avait une activité de capital investissement, essentiellement dans des sociétés non cotées. Alors, un premier grief était lié à la défaillance du dispositif de conformité et de contrôle interne, et la mission de contrôle ayant constaté tout d'abord l'absence de formalisation des travaux effectués par la fonction de conformité de la SGP. Il n'y avait pas de documents ou de fichiers qui permettaient de retracer les éventuelles vérifications effectuées. Il n'y avait donc pas de fonction de conformité opérationnelle et efficace pour détecter, évaluer et minimiser les risques de manquement à ses obligations professionnelles, comme le prévoient les textes. Par ailleurs, on a constaté qu'aucune recommandation fondée sur les travaux du contrôle interne n'avait jamais été formulée et qu'aucun document indiquant les mesures correctives qui étaient entreprises n'avait été établi et que par ailleurs les rapports de conformité pour les 3 exercices concernés par la mission de contrôle étaient réduits à une simple page non datée, non signée qui relevait tout simplement l'absence d'anomalies mais sans qu'aucun élément n'ait pu être produit pour justifier cette conclusion d'absence d'anomalie. Il y avait un deuxième aspect dans cet accord sur le contrôle des risques. Alors là, c'était plus particulièrement à l'occasion d'opérations de cession d'actifs non cotés. Il y avait eu 2 opérations de cession d'actifs, une entre 2 fonds et une autre cession d'une participation qui était détenue par 3 fonds à une société qui elle-même était détenue et dirigée par les dirigeants eux-mêmes de la société de gestion. Donc, à l'occasion de ces opérations, il a été constaté qu'il y avait un conflit d'intérêts qui avait été identifié, mais la société de gestion n'avait pas pris les mesures suffisantes pour gérer et suivre ce conflit de manière à garantir, avec une certitude raisonnable, que celui-ci serait évité, notamment en adoptant un processus permettant de vérifier de façon indépendante et étayer l'opportunité de telle cession, et, le cas échéant, en mettant en œuvre un processus de valorisation indépendant et reposant sur des analyses documentées et vérifiables. Ainsi, il a été considéré que le contrôle interne de la société de gestion n'avait pas identifié les lacunes du dispositif encadrant ces cessions de participation détenues par les fonds dans des situations qui pourtant présentaient des risques de conflit d'intérêts.
et que, par ailleurs, la société n'avait pas déployé les mesures et les procédures suffisantes pour identifier et minimiser ces risques de non-conformité. Donc là aussi, des engagements de remédiation ont été demandés à la société de gestion pour mettre en place des procédures adéquates au regard de ces cessions de participation. Voilà, nous poursuivons en accélérant un peu parce que nous avons pris du retard avec la deuxième thématique qui est l'information aux investisseurs. Oui. Donc les décisions que nous allons aborder rappellent que sur le fondement des dispositions de l'article L533-12 du Code monétaire et financier, l'information délivrée aux clients et clients potentiels doit être exacte, claire et non trompeuse. C'est un thème récurrent que rencontre la Commission des sanctions. Chaque année, des décisions sont prononcées sur ce fondement. À ce titre, il est utile de vous présenter l'actualité en la matière. Je donne tout de suite la parole à Edwige Béliard sur le sujet. Alors, une décision mérite attention de ce point de vue, et c'est une décision que j'ai déjà évoquée, du 25 juin 2019. La Commission rappelle que le reporting mensuel sert à informer les porteurs de parts sur l'actualité du fonds et la composition des actifs. En l'espèce, le reporting comportait une rubrique consacrée à la notation des titres présentée sous forme de graphique. La Commission a d'abord relevé qu'aucune source réglementaire n'impose d'intégrer des informations relatives à la prise en compte de la notation de l'émetteur et à l'établissement de la notation moyenne en cas de pluralité de notation par des agences, informations que ni l'objet ni la nature du reporting ne justifient d'intégrer. Elle a ensuite retenu qu'en indiquant dans son reporting mensuel de novembre 2016 que l'exposition d'un fonds au titre noté A3 était de 23,3%, alors qu'elle s'élevait en réalité à 26,1%, la société de gestion a communiqué une information inexacte sur la qualité de crédit des titres détenus. Une autre décision déjà évoquée, celle du 25 septembre 2019, est intéressante aussi sous ce même thème. Il était reproché des carences dans l'information des porteurs de parts de fonds gérés par une société de gestion s'agissant des sommes perçues par sa filiale au titre d'une rémunération complémentaire. Ce manquement a été reproché à la société de gestion et aux prestataires de services d'investissement filiales de la société de gestion. S'agissant du manquement reproché à la société de gestion, la Commission a rappelé que l'article L533-12 du Code monétaire et financier pose une obligation de communiquer aux porteurs de parts des fonds des informations présentant un contenu exact, clair et non trompeur, mais que cet article n'énumère pas les informations qui doivent être fournies par la société de gestion. Ces informations nécessaires se déduisent de chaque espèce. Une société de gestion, en conséquence, ne peut écarter l'application de ce texte au seul motif qu'il ne lui imposerait pas spécifiquement d'imposer les porteurs des fonds de la rémunération complémentaire. La Commission a ensuite relevé que la mention dans le prospectus d'opérations de transformation, dont les profits éventuels reviendraient à la société de gestion, était inexacte puisque la filiale de la société de gestion n'exerçait pas l'activité de transformation. Cette mention ne permettait pas aux porteurs des fonds d'appréhender l'intégralité des rémunérations perçues par la filiale à l'occasion des opérations de cession temporaire de fonds, ni de comprendre que la rémunération complémentaire serait a priori importante et positive. Elle n'était donc pas claire. Concernant la filiale, le manquement à l'information des porteurs lui était reproché sur le fondement d'une disposition spécifique du règlement général AMF, l'article 314-76, qui impose que les porteurs soient clairement informés de l'existence, de la nature et du montant des rémunérations perçues en liaison avec la prestation d'un service d'investissement. Pour la Commission, le prestataire était soumis à l'obligation d'information à la fois lorsqu'il intervenait en mode principal. La mention figurant dans les prospectus des fonds était impropre à informer les porteurs de la nature de la rémunération complémentaire perçue. Le prestataire ne démontrait pas avoir pris des mesures en vue de l'information des porteurs sur l'existence, la nature, le montant et les modalités de calcul de la rémunération complémentaire, ni sollicité de la société de gestion, dont il est, je le rappelle, la filiale à 100%, qu'elle le fasse. En mode agent, son intervention s'apparentait à une prestation de RTO et le prestataire a perçu pendant près de 3 ans une somme totale de 3,37 millions d'euros sans que les porteurs en soient informés en amont de la réalisation des opérations de cession temporaire de titres. Alors, sur ce thème de la qualité de l'information délivrée aux investisseurs, je reviens sur la décision du 25 juillet 2019 mentionnée tout à l'heure concernant cette société de gestion spécialisée dans l'investissement forestier.
Alors là, la Commission a bien noté que les produits d'investissement proposés avaient une certaine singularité, puisqu'ils reposaient sur la forêt, ce qui n'est quand même pas extraordinairement fréquent. Mais elle n'a pas moins rappelé que l'information, même dans ce cas, doit être présentée de manière lisible, et notamment s'agissant des risques encourus par les investisseurs. Et elle a rappelé aussi que la qualité de l'information s'apprécie document par document et non pas sur une globalité de documents. Et vous savez que la Commission analyse les documents commerciaux indépendamment les uns des autres. Et chaque support doit délivrer une information lisible, claire, exacte et non trompeur. Et par exemple, la Commission a écarté un moyen en défense consistant à dire que si on se basait sur 7 documents, tout de même, on arrivait à avoir une vision exacte et correcte de la situation. Donc ça n'a pas marché. Et alors, pour le reste, s'agissant des documents, il y avait une diversité de documents. La Commission a relevé tout de même toute une série d'éléments d'insuffisance. Par exemple, les plaquettes commerciales comportaient une présentation des risques sous forme de tableau, mais pas de mention du risque de perte en capital. Les investisseurs étaient tout de même, dans certains documents, informés d'un risque de liquidité découlant de l'éventualité de retrait important et simultané de sociétaires dans un groupement forestier, mais cette information était complètement minorée par une présentation très avantageuse des nombreux avantages procurés par la forêt, avec une fiscalité adaptée à chaque typologie de patrimoine. Une note technique remise aux investisseurs mentionnait l'existence d'une garantie de paiement, mais pratiquement sans plus d'explications. Il a fallu simplement que dans l'audition des personnes intéressées, il a fallu attendre ce moment-là pour comprendre qu'il s'agit d'une garantie bancaire adossée au contrat de vente de bois, etc. etc. Mais ce n'était pas dans les documents expliqués dans les documents commerciaux. Mention de frais, il y a souvent des insuffisances sur les frais. Là-dessus, mention d'une fourchette allant presque du simple au double en matière de frais. On a considéré que ça ne permettait pas de conférer à l'information la qualité d'une information exacte et claire. Erreur d'information aussi sur l'indépendance des salariés, puisque en réalité, plusieurs salariés cumulaient des contrats de travail. Et enfin, information erronée contenue dans des PV d'AG de plusieurs fonds, qui annonçait d'abord la désignation d'un commissaire aux comptes, et puis l'année suivante mentionnait des frais variables alloués commissaire aux comptes, alors qu'en réalité, aucun commissaire aux comptes n'avait été désigné. Vous avez compris que dans cette affaire-là, tout de même, ça faisait beaucoup, et donc la commission des sanctions a exercé son office de sanction. Alors, sur ce thème de la qualité de l'information à délivrer aux investisseurs, on a également un accord de composition administrative du 7 mai 2019 qui donc aborde ce thème. Il s'agissait d'une société de gestion de portefeuille à qui on a donc reproché de ne pas avoir respecté ses obligations en matière d'information des investisseurs sur ses produits. En effet, pendant plus d'1 an et demi, la société avait remis aux investisseurs non professionnels, lors de leur souscription un prospectus qui ne comprenait pas une information relative au rôle du conseiller du fonds assuré par une société qui était CIF et qui intervenait dans la gestion du fonds et qui partageait les frais de constitution et de gestion. C'était une situation assez particulière et à cet égard, il n'y avait pas d'informations données aux porteurs de parts lors de leur souscription. Donc, il a été demandé à la société d'y remédier en prévoyant un encart dans son rapport trimestriel pour bien préciser le rôle de ce conseiller du fonds. Alors, toujours sur ce thème, je reviens sur la décision du 19 novembre 2019 que j'ai mentionnée tout à l'heure. Donc, toujours d'application de l'article L 533-12 qui impose le caractère exact, clair et non trompeur de l'information. Bon, rappel du fait que tous les supports commerciaux sont analysés indépendamment les uns des autres. En l'espèce, il y avait une grande richesse de documents commerciaux puisque 210 documents commerciaux avaient été remis aux contrôleurs. Des plaquettes, des bannières Internet, des badges publicitaires, des vidéos promotionnelles, etc., etc.
Je ne me souviens plus s'il y avait quelque chose sur YouTube, enfin bon. Alors l'analyse a révélé que certains documents mettaient en valeur les avantages des produits présentés, en particulier les avantages fiscaux, ça c'est un grand classique, alors que les risques associés n'étaient pas mentionnés, ou l'étaient d'une façon beaucoup moins apparente, et donc la Commission a retenu que 69 documents présentaient une information considérée comme déséquilibrée. Et par ailleurs, point intéressant, la Commission a retenu que la société n'avait pas mis en œuvre une procédure opérationnelle d'élaboration des documents commerciaux. Ni de contrôle efficace et tracé de cette documentation. Et en l'espèce, pour caractériser le caractère opérationnel, du défaut, je veux dire, de caractère opérationnel de la procédure d'élaboration, là il y en avait quand même une, la Commission a dit que le rappel des principes généraux prévus par les réglementations, sans description précise du processus de rédaction et de validation ou de contrôle de la documentation commerciale, était insuffisante. Et s'agissant des contrôles opérés, la Commission a relevé que l'analyse du tableau de suivi des contrôles de la documentation commerciale montrait qu'un processus de contrôle avait bien été mis en place pour certains documents commerciaux, mais que la sélection des supports en question n'avait pas été expliquée. Toujours sur l'information des investisseurs, on a un accord de composition administrative que j'évoquais tout à l'heure, celui du 19 juillet 2019, qui concerne donc un établissement bancaire. Il y avait un premier grief qui était lié à un prélèvement indu de frais par cette banque dans le cadre de la gestion sous mandat. En effet, il y avait prévu 3 options de tarification pour les frais d'entrée, et si on choisissait la formule tout compris, eh bien on avait normalement une exonération de prélèvement de droits d'entrée, alors qu'on a constaté lors du contrôle que ces frais étaient pourtant prélevés. Ça a concerné plus de 1000 clients et pour un montant total de 3 335 000 € de frais indus, donc prélevés par la banque pour des raisons, semble-t-il, de programmation informatique, comme souvent, et d'erreurs dans ce domaine. Alors, au-delà de ces frais indûment perçus, il y avait un problème d'information des porteurs, des porteurs, puisque on a constaté, par ailleurs, plus globalement, que l'information était insuffisante sur les taux de prélèvement des droits d'entrée applicables au moment de la souscription des parts de fonds, mais aussi dans la durée. Et il n'y avait notamment pas d'information préalable sur les taux appliqués par famille de fonds dans les mandats de gestion. Donc c'est évidemment été considéré comme contraire à l'obligation de diffuser une information exacte, claire et non trompeuse, et ce qui rendait d'autant plus difficile la détection d'anomalies sur les prélèvements indus des fonds, puisque ça n'avait pas été détecté par la mission de contrôle, par le contrôle interne, qui n'avait pas vu qu'il y avait des prélèvements indus de frais. Donc, dans cette affaire, il y a eu un engagement original, comme on l'a fait quelques fois, mais assez rarement, parce que les affaires s'y prêtent pas souvent. On a demandé, à titre d'engagement à la banque, de rembourser l'ensemble des 2100 clients concernés par ces prélèvements indus et de nous assurer, de nous donner les preuves de ces remboursements. La banque avait d'ailleurs, très vite après la mission de contrôle, commencé à rembourser ses frais. On lui a demandé donc de finaliser ça, et que lorsqu'elle n'arrivait pas à rembourser les personnes pour différentes raisons, les personnes décédées ou n'ayant plus de compte, de nous assurer qu'elle avait entrepris toutes les démarches pour le faire, donc ce qui a été fait. Et ce montant-là a été soustrait du montant total à verser au Trésor public, qui est quand même resté assez élevé, puisqu'il était de 600 000 €. Décision, oui, toujours la décision du 20 décembre 2019 qui permet de rappeler que les sociétés de gestion doivent mentionner dans les rapports de gestion adressés aux mandants qu'une ventilation plus détaillée des frais que celle figurant dans le rapport peut leur être fournie sur demande. Et ça, la Commission a estimé que ce n'était pas une clause de style, mais que ça devait figurer dans le rapport de gestion si la ventilation la plus détaillée n'était pas donnée d'office. Troisième thème, là. Oui. Donc nous passons au troisième et dernier thème sur les problématiques de valorisation d'actifs non cotés. Donc les manquements en matière de valorisation en 2019 portent à la fois
sur la définition des méthodes de valorisation et sur la traçabilité de la mise en œuvre des méthodes définies dans les procédures. Sur la défaillance portant sur les méthodes, je donne la parole à Anne Maréchal. Oui, dans ce domaine, on a un accord de composition administrative du 14 novembre 2018, homologué le 28 mars 2019, qui concernait une société de gestion de portefeuille. Et là, il a été constaté par la mission de contrôle les défaillances dans les procédures de valorisation d'actifs non cotés. On a constaté en effet que les méthodes de valorisation pour les instruments financiers non négociés sur un marché réglementé n'étaient pas explicitées. On a constaté que les critères de choix parmi ces méthodes n'étaient pas définis. Et on a constaté que la valorisation retenue pour ces instruments financiers était fondée par principe, et quel que soit l'historique de détention de ces titres, sur une valorisation au coût d'acquisition, sans qu'il y ait une justification du caractère approprié de cette méthode. Donc, on a conclu un accord de composition administrative dans ce domaine. 300 000 € ont dû être versés au Trésor public et à titre d'engagement, la société a bien entendu dû procéder à une modification de ces procédures devant préciser la méthodologie de valorisation de ces actifs non cotés, qui doit permettre une évaluation juste et précise des titres détenus par les fonds dont elle assure la gestion. S'agissant maintenant de la défaillance portant sur la traçabilité de la valorisation d'actifs non cotés, je reviens sur la décision du 25 juin 2019 qui illustre les carences sur cette traçabilité de la valorisation retenue. La société de gestion disposait d'une procédure de valorisation qui comprenait 5 pages de processus détaillés selon la nature des titres, présentant différentes hypothèses auxquelles correspondait une arborescence de choix décisionnels composée de plusieurs niveaux avec une annexe listant 70 contributeurs. Pour les obligations ne bénéficiant pas d'un prix moyen de clôture ou en cas d'incohérence de prix détecté, la procédure prévoyait l'utilisation d'autres sources de valorisation selon un ordre de priorité défini. La Commission a relevé que cette procédure ne prévoyait ni la traçabilité des coûts retenus pour valoriser les instruments financiers d'un fonds, ni celle des choix ayant conduit à retenir une source plutôt qu'une autre, et donc la traçabilité de la revalorisation retenue. Elle a noté que la traçabilité de la mise en œuvre d'une procédure est essentielle parce qu'elle en garantit un contrôle efficace. Elle fait partie intégrante de cette procédure et de son caractère opérationnel. En son absence, la procédure est lacunaire. La Commission a ensuite retenu que la société de gestion n'avait pas tracé les justifications sur la base desquelles elle retenait une source de valorisation plutôt qu'une autre. Or, s'agissant des actifs de son CP monétaire axé essentiellement sur des obligations d'entreprise, essentiellement négociées de gré à gré, la justification des choix de valorisation effectués par la société de gestion est indissociable de l'explication du raisonnement qui a conduit à retenir cette valorisation et éventuellement à en écarter d'autres, prioritaires dans l'arbre de décision de la procédure. Une bonne traçabilité des sources de valorisation des actifs ne peut se limiter à une simple copie des prix retenus. La Commission note ainsi que les lacunes de traçabilité relevées démontrent son caractère inapproprié et non opérationnel. La Commission a par ailleurs rappelé que les principes de cohérence et de continuité en matière de valorisation mentionnés dans la procédure s'opposent à des changements de méthode, et ce d'autant plus lorsqu'ils ne sont pas justifiés. Elle a enfin relevé que la procédure de validation des valeurs liquidatives des fonds gérés s'appuie sur le processus de valorisation des actifs qui en constitue une étape. Ainsi, tout vice affectant la procédure de valorisation des actifs affecte la procédure de validation des valeurs liquidatives. Enfin, nous voudrions vous signaler une décision de... Alors, c'est toujours la même, celle du 19 novembre 2019. Je vous conseille d'aller la voir, parce que là, je fais une petite sélection du Reader's Digest, mais rien ne vaut le texte intégral, il est disponible, par laquelle la Commission a appliqué pour la première fois les dispositions, vous savez, introduites dans le Code monétaire et financier sur le délit d'entrave. Mais là, le point original, c'est que la Commission a appliqué ces dispositions à une personne tierce à l'entité contrôlée. Alors, la Commission, dans l'application des dispositions en cause du Code monétaire et financier, a bien caractérisé 2 points, marqué 2 points. D'abord, 1, le droit de communication des contrôleurs de l'AMF, qui est prévu par le Code, n'est pas limité aux seules entités régulées mentionnées dans l'ordre de mission établi par le secrétaire général de l'AMF. Ça, c'était un point en défense. On a dit, mais non, on peut aller au-delà. Et par ailleurs, les dispositions donc introduites dans le Code sur le délit d'entrave peuvent s'appliquer à toute personne, dit le Code,
Et donc, on a compris on a considéré que ça pouvait inclure des personnes contrôlées, bien sûr, mais aussi des personnes tierces. Alors, il faut tout de même justifier la nécessité, dans une espèce donnée, d'aller appeler, chercher des informations auprès des personnes tierces. Et là, en l'occurrence, dans cette fameuse décision, encore une fois, dont je recommande la lecture, la Commission a développé son argumentation, sa motivation, en considérant que, par exemple, la demande de communication litigieuse était circonscrite quant à son objet et sur la période couverte, et qu'elle était justifiée donc par les nécessités du contrôle au regard de l'intensité des liens capitalistiques unissant les différentes sociétés du groupe et du caractère très étroit des relations d'affaires entre ces sociétés. Et puis par ailleurs, la Commission a noté que la demande de communication avait été réitérée une fois, 2 fois, 3 fois, qu'elle s'inscrivait dans le contexte d'une situation de fait dans laquelle l'ensemble des sociétés, plutôt les sociétés en cause, bien qu'ayant la qualité de tiers, donc au contrôle, appartenaient au même groupe, étaient dirigées par la même personne physique et avaient été averties par les contrôleurs de la procédure, de l'attention particulière qui serait accordée au sujet des conflits d'intérêts au sein du groupe des sociétés. Et par ailleurs, la Commission a noté qu'en l'espèce, le secret d'affaires était inopposable dans le cadre d'un contrôle de l'AMF, et les 3 sociétés sanctionnées sur ce fondement, je le dis, ont formé un recours devant la Cour d'appel de Paris.